Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Automatin et de Portrait chinois. Alors aujourd'hui, je reçois un journaliste émérite avec, je ne sais plus, il redira combien il a fait d'essais, mais enfin bon, il a à peu près tout essayé et surtout pour présenter son livre. Alors vous voyez à l'envers, je vais vous faire le décryptage. C'est Génération 80 et c'est Génération en 80 voitures chez ETAI, donc ça se trouve dans toutes les bonnes crèmeries. Euh, je voulais le recevoir parce que, même si certains ne le croient pas, je ne fais pas la promotion de tout ce qu'on veut bien me faire faire la promotion. C'est ce que j'aime bien. Et en particulier, on va revenir un peu dans le détail. Ce qui est très sympa, c'est que la maquette est top. Donc ça, c'est un détail, oui, mais c'est important. Ça se lit très bien. Et surtout, donc c'est 80 voitures des années 80 où il en parle. Alors, il y a un aspect un petit peu essai de l'époque, technique, etc. Donc, ça, c'est très général. Je dirais, on le voit ailleurs. Et puis, ce qui est sympa, c'est que c'est parsemé, saupoudré d'anecdotes personnelles, tant d'essayeurs, mais aussi de propriétaires des véhicules. Et donc, ça, c'est quand même carrément sympa parce que quand c'est le propriétaire qui parle et qui, en plus, est un essayeur auto qui a tout essayé, je trouve que ça donne du piment, ça donne une petite touche sympa. Et ce qui fait que ce livre-là n'est pas un énième bouquin sur les voitures des années 80. Il y a un vrai contenu différent. Les photos sont sympas. Il y a aussi des petites photos d'essais de l'époque que Patrice avait fait. Donc, ça renouvelle un petit peu le genre. Ce n'est pas, voilà, pas un énième bouquin sur le sujet. Même si vous avez déjà tout plein de choses sur ces autos-là, c'est à la fois accessible aux gens qui ne sont pas des super spécialistes. Et même quand on est un peu cultivé auto, comme moi, un petit peu qui s'intéresse, et ben, je ne me suis pas emmerdé en lisant le bouquin pour préparer l'émission. Donc ça, c'est quelque chose de non négligeable. Donc, on va rebondir sur les... Parce qu'il y a justement, c'est ce que je disais, il y a pas mal de... Il y a un mélange de perso et de presse. Et puis moi, le premier point que je voulais que je veux que tu évoques, c'est les histoires des voitures de presse qui étaient toutes optimisées. Alors, il y a la Fiat, tout ce qui était à turbo en particulier, tu dis, ça marchait très, très fort. Et puis, en particulier, tu parles aussi d'une 505 où tu en as acheté une. Et enfin, il y avait beaucoup de décalage entre les voitures presse et puis les voitures qui étaient livrées aux clients, quoi, dans toutes les marques quasiment. Bien sûr, oui, j'ai connu l'époque du turbo où les constructeurs affûtaient beaucoup les voitures. Quand tu prenais une Alfa Romeo chez Alfa Romeo, une Alfa 155, il y avait un monsieur qui travaillait chez Alfa Romeo qui s'appelait Monsieur Romeo, ça tombait bien. Et donc, il te mettait un petit trombone sur la pression du turbo de la 155 et ça bloquait la pression du turbo et tu repartais avec une voiture qui faisait 20 chevaux de plus que celle des clients. Voilà. Mais tu ne le savais pas et tu étais content et tu écrivais qu'elle marchait bien. Alors, il y a eu bien pire ailleurs. Bon, j'ai raconté dans le livre l'essai de la 505 turbo. J'ai appris 10 ans après, par hasard, qu'elle faisait 173 chevaux au lieu de 150. Mais c'était de bon ton. Un jour au Maroc, on essayait des 309 et diesel et elle fumait beaucoup. On nous a dit non, non, c'est à cause de la hauteur. On montait une montagne. Et puis en fait, c'est elles étaient maximisées au niveau de la pression de la pompe à injection. Ça a été de bon ton. Et puis la fameuse scène, Patrick Lucas dit c'est pas vrai. On était à Grasse en Autriche, je crois, pour voir la fabrication des 6 cylindres BMW. Il y a un moteur qui passe devant nous, moteur spécial journaliste. Ça, ça c'était super. Il dit aujourd'hui que c'est pas vrai, que c'était pas tout à fait ça. Mais Patrick Lucas était très menteur. J'espère qu'il nous écoute. Mais bien sûr, ouais, oui, c'est un garçon formidable Oui. qui a tout conduit. Je devinais que c'était du second degré. Oui, ce que je reprends aussi, ce que tu parles de Lada, où les Lada étaient livrés avec des pneus russes Bien d'origine, sûr. et que par contre, les véhicules presse, elles avaient 4 Michelin ou 4 pneus de Bien marque sûr. pour qu'elles tiennent bien le Et un parquet. jour, j'ai emprunté une Lada avec des pneus russes, parce que les concessionnaires habitant Clermont-Ferrand pendant longtemps, euh, c'était quand même compliqué pour aller chercher une voiture à Paris, ça faisait 1000 kilomètres. Et donc, les concessionnaires me prêtaient des voitures puisqu'ils avaient un essai dans le journal local. Alors, quand ils me prêtaient une voiture, ils me demandaient, vous allez où? Alors, je disais, je vais voir mes parents à l'époque, qui ne dormaient pas avec les anges. Alors, ils disaient au chef d'atelier, vous démontez le compteur, hein, tu sais, pour que la voiture, elle n'est pas 1000 kilomètres de plus dans la vue. Et on parlait, je voulais évoquer, c'est un clin d'œil pour les gens qui sont un peu fans de Chardonnay, de Doudou, André dit Doudou Chardonnay, et qui était aussi un spécialiste de vendre tout et n'importe quoi et qui avait un service presse qui était une merveille, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, moi, je n'ai pas connu, mais tous les gens qui m'en parlent me disent que c'était quelqu'un d'exceptionnel et qui gérait sa boîte de façon exceptionnelle et que le service presse était aussi très affûté.
C'était un type exceptionnel déjà. Ensuite, il avait une attachée de presse exceptionnelle qui était une hôtesse de l'air, pardon, qui s'appelait Ophélia Léveillé. Et puis, il avait un préparateur qui s'appelait Hoffman. Et donc, en fait, il avait compris qu'une auto Bianchi à Barthes devait rouler à 160. Voiture essayée à échappement, 160 à l'heure, ça faisait 1000 ventes. Donc, on a commencé à mettre des grosses soupapes quand même pour y arriver. Puis après, il a mis des embrayages renforcés. Et puis après, il manquait 2 ou 3 km à l'heure en pointe. Alors, ils ont eu l'idée de mettre du mastic dans les gouttières pour, pour gagner du CX. Non, non, les voitures étaient hyper préparées, mais ça se savait en fait. Mais c'était important qu'elle roule à 160 à l'heure. Après, il a mis des béquets et des spoilers sur les voitures en lançant des séries spéciales dont il a inventé les noms. Il mettait Turini. Et comme il ne demandait pas des droits, les droits d'exploitation, souvent ces voitures changeaient de nom. Donc, à un moment, il vendait des autos Bianchi qui s'appelaient Lutèce, mais comme il n'avait pas demandé, après, il les appelait Saint-Tropez. Il avait tout plein de noms qui changeaient tous les 2 ans avant des procès. C'était un type extraordinaire. Il aurait vendu du riz aux Chinois. C'est ça, c'est le retour que j'avais eu. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis. Série limitée, il faut que tu avoues, tu as eu une Ritmo Targa Oro Ah oui, perso, magnifique. perso. Oui, oui, oui. Alors, une voiture avec les glaces fumées et des roues dorées. Et c'est une voiture, je l'ai vendue, elle est restée 1 heure dans le parking. Elle était très jolie. Elle était très jolie. Elle a beaucoup de classe par rapport à la Ritmo normale qui manquait un petit peu de glamour. Ouais, j'ai eu 60-70 voitures. Enfin, 2 voitures, chaque fois une voiture de ville et une voiture de route. Et il y a une voiture que tu n'as pas achetée, je voulais en parler parce que j'ai découvert quelque chose, j'ai appris vraiment pas mal de choses dans ton bouquin et j'ai appris ça. C'est sur la Talbot Tagora, donc de base qui s'appelait SX avec le V6. Et donc il y en Ouais. a certaines qui se destinaient et qui ont été bricolées via Danielson, mais il y avait aussi une histoire avec Ligier. Raconte un peu cette petite historette. Ben, Ligier était à l'époque l'homme qui faisait courir les Talbot et qui avait un moteur Matra. Et donc, il avait eu des échecs. Il avait failli produire une Renault 14 coupée, ça ne s'est pas fait. Après, à la fin de la JS2, il a voulu produire beaucoup de voitures, ça ne s'est pas fait avec Renault. Après, il a voulu produire une Fiat tout-terrain, ça n'a pas marché. Donc, il lui fallait une voiture de production. Comme il avait un grand nom, puisque ces voitures gagnaient des grands prix de Formule 1, il a pensé à faire une Tagora Ligier. Donc, elle avait un écusson Ligier, elle avait des grosses roues, elle avait un moteur préparé de 100 chevaux. Et j'avais pu en essayer une aux côtés du regretté pilote Jean-Pierre Guénard qui s'est tué avec Pironi Colibri. dans l'accident. Voilà. Et j'ai de vagues souvenirs, parce que ça date de 82-83. Mais la voiture, elle marchait très fort, elle avait un joli bruit. Et puis, elle avait une présentation légèrement différente. Dans mon souvenir, elle avait des jolies roues larges dorées en alliage. Et puis, l'écusson, le très bel écusson Ligier. Ligier était un personnage assez fascinant. Il m'avait invité à ses 50 ans. Je l'ai fréquenté à une époque. Il avait des anecdotes extraordinaires qui sont trop longues à raconter ici. Notamment, au Mans, il avait été chronométré à 349 à l'heure en 67, ce qui était impossible puisque le rapport de boîte des Ford 7 litres, c'était 338. Donc, c'était impossible qu'ils roulent à 349. Et en fait, ils avaient roulé à 349 parce que les pneus à cette vitesse se Ovalisé. déformaient Ovalisé. et changeaient la démultiplication et ils risquaient la crevaison à tout moment. L'explosion, ouais. Il avait tout plein d'anecdotes. Voilà. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Là, tu parles de vitesse maxi, machin. Alors, il y a il y a une demi-ligne quand tu parles de la CX, de CX et de la TRD Turbo. Et à 200 sur une autoroute fermée. Raconte comment tu avais fait ça. C'était quoi, comment ça s'était Ben, déroulé c'est ça? Citroën qui avait une équipe extraordinaire à l'époque et de communication. Et donc, ils avaient profité d'une autoroute qui n'était pas encore ouverte. Je pense que c'est ce qu'on appelle la A71. Ça doit dater des 88, 89, C'est ça. 90, que j'ai oublié. Et ils avaient eu l'autorisation. On avait testé cette voiture à près de 200 compteurs, puisque c'était la diesel, je pense, la plus rapide du monde, C'est ce qui ça. était extraordinaire. Une grande routière avec laquelle j'ai voyagé beaucoup. Voiture formidable. J'ai essayé des tas de voitures formidables et puis des tas de voitures moins formidables. Non, mais tu es très gentil. Je veux dire, voilà, tu dis qu'il y a quelques petits défauts, qu'en effet, tu peux modeler toi-même une AX. Enfin bon, découvrez, voilà. Mais c'est toujours très bon Ouais. enfant, très gentil. C'est-à-dire que même un tas de boue, tu dis quand même qu'il y a des côtés sympathiques. Donc c'est vraiment Bah, très.
Ouais, enfin, François, l'état de bout, en fait, il y a plus de mauvais acheteurs que de mauvaises voitures. Quand tu achètes une voiture qui n'est pas adaptée à toi, tu dis que c'est une mauvaise voiture. À mon âge, on trouve des voitures beaucoup trop dures. En fait, c'est pas les voitures qui sont trop dures, c'est mes reins qui sont fatigués. Ouais, mais moi, tu vois, une remarque perso un instant. J'ai racheté un espace 1 et tous les gens qui montent dans cette voiture me disent qu'est-ce que c'est confortable. Et oui, parce que c'est encore des sièges, tu mets des Bien guillemets, à sûr. la française. Maintenant, on Eh est oui, habitué d'être sur des planches bien en bois sûr. comme chez les Teutons. Mais on se pète le dos pour je ne sais pas pourquoi, mais tu peux être Mais bien confortable sûr. et pas avoir un truc qui est super dur. J'ai essayé une Renault 20 il n'y a pas longtemps. J'ai cru que je m'étais assis sur un paquet de chamallows, tellement que c'est tellement que c'est mou. Et j'ai essayé une Renault 12, j'en reviens pas, d'un confort exceptionnel. Ah non, on a J'ai une perdu. rubrique rétro, j'ai une rubrique rétro sur le site POA depuis 9 ans et j'essaie à peu près toutes les semaines une voiture ancienne. Je dois essayer peut-être samedi, si tout va bien, une D Super et l'autre samedi, une 604 Ti. Et on est étonné du confort, par exemple, la 604 Ti, c'est étonnant le moelleux des sièges. Et je ne comprends pas pourquoi cette mode, il faut copier être dans une Golf, quoi. Il faut tout le monde roule en Golf. Enfin, bon, c'est comme ça. Mais tu sais, j'ai vendu ma précédente voiture parce qu'elle était chaussée en 20 pouces. Je l'ai vendue grâce à ces 20 pouces, parce qu'esthétiquement, ça lui donnait une C'est gueule invivable. extraordinaire. Mais je l'ai vendue à cause des 20 pouces. Pour l'échanger contre une voiture qui a des 19 pouces, d'ailleurs, c'est pas mieux. Et des 35 de hauteur, tu vois un peu. Je passe sur un ticket de métro, je sais que. Il est poinçonné ou pas? Mais ça se fait plus. Bon, donc, vous avez compris, je remettrai en lien un lien pour aller l'acheter directement. En plus, je me souviens plus du prix, mais c'est ultra raisonnable, c'est la portée de Tu vraiment as de vu, toutes les on voitures. voit au reflet, on voit que c'est un livre brillant. Enfin, pour pas dire luisant, on va dire. Mais il brille, le livre. D'ailleurs, il y a une jaquette et dessous, c'est la même chose. Je ne sais pas à quoi sert la jaquette, mais ça, c'est les arcanes de l'édition que je ne maîtrise pas. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Vous avez compris, il y a tout plein de choses dedans. Et fan, pas fan, voilà. Et si vous voulez faire un cadeau, c'est un truc. Vous êtes sûr un mec qui aime bien les bagnoles, vous êtes sûr de taper dedans, ça lui fera de toute façon plaisir Merci. parce que ça Il y a une touche tout le monde. Si je peux me permettre, il y a aussi une traversée des années 80 avec une analyse avant les 80 essais, avec une analyse des années 80, c'est-à-dire l'évolution entre 1980 et 1989 d'une voiture, où dans ces années-là, on a découvert le CX des voitures, et puis on a découvert les quattro et on a découvert le turbo. Il y a une grosse évolution. L'Audi, par exemple, 100 a révolutionné le monde de l'automobile, puisqu'il n'y avait que Citroën qui s'intéressait à l'aérodynamique des voitures avant Audi. Et après, tout le monde a couru derrière Audi. Je te remercie de ce complément qui est en effet que j'avais laissé passer, qui en effet il y a un cinquième qui est en effet un balayage en fait des années 80 par rapport aux éléments qui sont importants et après on voit le détail, l'applicatif de ce que tu décris en première partie, véhicule par véhicule, où c'est l'illustration de ce que tu décris comme étant les grands faits marquants des années 80. Est-ce que je peux rajouter, j'ai encore le temps de rajouter quelque Tu as chose? tout le temps que tu veux, on peut passer la Voilà. journée, j'ai le temps. C'est très gentil, merci François. Donc ce livre a eu beaucoup de précommandes et quelques critiques qui étaient bonnes. Jusqu'à présent, il vient de sortir, il y a eu une ou deux critiques. Donc TAI m'a demandé de réfléchir à une suite. Et donc on a hésité entre les années 90 et puis on a parlé des années 70. Et donc là actuellement, je travaille beaucoup sur la suite qui s'appellerait Génération 70, qui comprendrait 70 voitures et qui aurait aussi une traversée de la décennie, et une décennie qui est beaucoup plus complexe puisqu'elle est partie dans la joie et elle s'est brutalement arrêtée avec la crise de l'énergie, la guerre du Kippour, le prix de l'essence qui a explosé, la limitation des vitesses provisoire, nous avait dit notre Premier ministre, il s'appelait Le Mesmer. début des emmerdements. Ouais. Voilà, et puis chasser le gaspille, et puis des escrocs qui avaient inventé un moteur à eau, il y aura tout ça. J'ai encore lu sur Internet qu'il y avait un monsieur hier qui croyait au moteur à eau. Hein, Je c'est t'ai pas fait du... suivre, il y a de nouveaux escrocs, il y a la nouvelle série d'escrocs là, avec un nouveau Oui, produit j'ai vu, j'ai c'est vu, j'ai vu. éternel. J'ai vu. Éternellement. Ah, mais ça a toujours existé. J'ai une relation qui a des très belles voitures de course. Il vient d'acheter une R5 Maxi Turbo. Il y a une injection d'eau. Déjà en 85, il y avait une injection d'eau dans la Maxi Turbo. Et pareil dans les Formules 1 Renault. Ouais, Pas pour le même effet, mais pas pour le même effet, ouais. mais Pour c'est ce refroidir les que échangeurs. essaie de vendre cet appareil. Maître Vergès, nous allons passer à votre portrait chinois. Oui, maître François. Alors, la première question,
Tu en as eu des pelletés, c'est toujours difficile. Perso, pas perso. Ou le meilleur essai que tu as fait, on s'en fout. Enfin, un truc. Non, je fais à l'envers. Putain, je suis fatigué. Endroit préféré pour rouler, c'est quoi? Passé, présent, futur. L'endroit. Mais comme tous les gens de ma génération, c'est plus la route. Je suis terrorisé à 131 km à l'heure. Non, le plus bel endroit du monde, d'après moi, pour rouler, que j'ai découvert étant enfant et puis après au guidon de ma mobilette orange, c'est le circuit de Charade, puisque j'habitais Clermont-Ferrand. Donc, dès 11 ans, je suis allé sur le circuit de Charade et comme j'avais un laissez-passer de par mon père, j'ai rêvé devant des pilotes de moto d'abord, puis d'auto. Puis après, dès que j'ai eu une mobilette, ben, j'ai pris le circuit de Charade, 8 km, une descente terrorisante où un jour j'avais serré avec un manque de temps, une montée où j'allais pas vite parce que je faisais déjà 80 kilos à 15 ans, hein, vu ma taille. Puis après, j'ai eu un Suzuki, j'étais plus vite. Puis après, je suis monté dans des voitures. Et après, je suis monté avec des pilotes. Voilà. Et donc, c'est pour moi le plus bel endroit du monde. 8 km, une descente à hurler de trouille si vous êtes à côté d'un grand pilote. C'était magnifique. Et je dois à peu près tout à Charade, puisque j'ai fait certainement ce métier grâce au circuit de Charade, qui aujourd'hui est que l'ombre de lui-même, comme beaucoup de circuits. Hélas. Voiture, du coup, je découvre ton côté biker. Voiture, puis on discute et scooter. Voiture, moto préférée, si tu en avais qu'une, ou souvent, où tu es revenu, parce que c'est un bon indicateur, quand on a eu beaucoup de voitures, quand on en arrive à racheter, c'est que c'est quand même, c'est qu'il y a un truc qui nous a manqué. Eh bien, Ah, d'abord, voiture et moto, parce que j'ai travaillé jusqu'en 2015. Quand j'étais petit, c'est-à-dire quand tu n'étais pas né, j'ai travaillé pour Moto Revue. Et puis, jusqu'en 2015, il y a le moniteur automobile pour lequel j'ai travaillé en Belgique qui m'a appelé en me disant est-ce que vous pouvez écrire dans un canard de moto belge? Et jusqu'en 2015, j'ai écrit dans un canard de moto belge et des rubriques rétro. Donc, pour moi, une voiture, c'est d'abord un bruit. Et en fait, les voitures modernes n'ont plus de bruit, c'est des roses sans parfum. Donc, pour moi, une voiture, c'est un 6 cylindres en V. Donc, je vais te dire une Alfa, une Alfetta, un GTV6. Et puis, au niveau moto, ça serait une Honda CBX, qui était une moto 6 cylindres. Il y avait un moteur, il n'y avait pas de châssis, donc ça se tortillait de partout. Mais rien que la mise en route de cette moto, c'est une symphonie. Voilà. Et un jour, j'ai acheté une Porsche pour le bruit du moteur. Voilà. et tu as encore une auto un peu sympa ou tu as qu'un déplaçoir de bonne qualité, mais Oui. c'est indiscret de te demander ce que tu as en caisse un peu collection? J'ai pas de caisse de collection parce que j'en essaie. Je suis très hypocrite et j'ai une formule qui est un petit peu maladroite. C'est pas parce qu'on aime sa grand-mère qu'on couche avec. Donc, les voitures de collection, je suis souvent un peu déçu. Donc, je suis d'une hypocrisie folle quand je l'essaie avec la personne qui pleure en mettant en route sa 404. Et donc, je suis très hypocrite. Mais en fait, j'aime les choses modernes. Ok. Bon, son, on l'a fait, on a compris ce que c'était. Vitesse, c'est quoi? Une histoire de vitesse dans ta vie, ou lente ou rapide, enfin une histoire de vitesse. Qu'est-ce qui est un truc qui te vient à l'esprit? Ou qui te ressemble? Bah, tu me dis, mais aujourd'hui, tu roules comme un vieux, mais Je j'ai roule, l'impression oui. que tu Ben, à roulais pas comme un l'époque, vieux avant. ben non, parce que non, mais aujourd'hui c'est par trouille. Mon épouse habitait Paris et moi Clermont-Ferrand, ça a duré pendant 7 ans. Donc tous les week-ends, elle faisait Paris-Clermont et moi Clermont-Paris aller-retour. Donc j'avais des moyennes, j'avais des moyennes à tenir. Et donc il y a des fois, un jour avec une Uno, je suis rentré à 230 compteur. C'était une voiture très préparée du service presse d'ailleurs, il faut avouer. Ça devait être 205, 208 chronos. Ouais, ouais, mais Et voilà, mais il y avait peu de radars encore. Mais il y avait des radars, mais je connaissais les endroits où ils étaient à l'époque. Voilà. Mais je suis pas un fanat de la vitesse. Je conduis affreusement mal. donc, ouais, non, une turbo IE à 2,30 compteur, c'est pas mal. En effet, le turbo était bien ouvert. Ah, c'était tout en rouge. Tu sais, il y avait une zone rouge, mais tout de suite, accéléré, était dans une zone rouge. Non, non, ça faisait partie des voitures strictement de série qu'on nous prêtait. Les roues patinaient encore en troisième. Mais ça a duré très longtemps, parce que moi, je me souviens d'avoir essayé une Volvo V40 T4, tu vois, tout à fait, Ouais, ouais. qui faisait que 200 chevaux, qui était une berline sans climatisation. Alors, des définitions, tu te dis d'où ça sortait. Et la voiture, je l'ai mis à 2,90 compteur, et elle marchait. À mon avis, il y avait 250, 260 chevaux, tellement il y avait une Bien sûr. différence
gigantesque, quoi. Et c'était, Non, mais voilà. c'était tellement simple avec un turbo de rajouter des chevaux, hein, c'est sûr, hein. Il y avait un journal qui avait testé des voitures, ils étaient arrivés à des puissances incroyables. Bah, même sur les TDI, hein, chez Volkswagen de série, il y avait Oui, des grosses voilà, ouais. embrouilles. Auto Plus avait testé, je crois, ils avaient passé les moteurs. Bon, ça faisait partie du jeu, on le savait, hein. Ouais, mais là, c'était de série, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pour les homologations pour ne pas payer de taxes en Allemagne. Et la voiture, il est marqué 150, ça faisait 180. En effet, elle marchait bien, les performances. Cela étant, il faut savoir que, par exemple, avec les Allemands, ils avaient droit à 10%. Et comme il y avait chez les Allemands, je crois, les normes d'assurance, c'était 184 chevaux, 204. C'est ça. Donc, par exemple, toutes les voitures allemandes étaient données pour 204 chevaux, mais elles avaient le droit jusqu'à 224 chevaux. C'était le cas Complètement. chez BM, les 528 faisaient 205 chevaux plutôt que C'était 184. Voilà. deux têtes chez les Allemands, c'était 100, on était là-dedans, c'est 182 chevaux. C'était Eh exactement. oui, 182 et 204, voilà. Enfin, je ne sais pas si ça a toujours Non, cours. non, mais c'était ça en tout cas. Je ne sais plus si c'est d'actualité, mais c'était ça. Bon, alors du coup, à part ta femme, parce que je sais que tu vas me répondre ça, le road trip de 2000 km, c'est avec qui? Ça a été avec un type dont j'ai oublié le nom, c'est un paléontologue, palétéologue, bravo, paléontologue, paléontologie, bravo, Ouais, ouais. avec qui j'ai fait 2000 km, qui est très connu, j'ai un trou sur son nom. Et en 2000 km, il m'a appris d'où je venais, où j'allais, et Dans ça a quel changé ma pays? vie. Un type très connu, j'ai un trou sur son nom, qui est très connu, qui a découvert Lucie, je crois. Donc, avec quelqu'un qui va t'apprendre des choses pour discuter, quoi. Ah, il m'a appris, il m'a tout appris. Il m'a appris pourquoi les mouches venaient sur mon front. Il m'a appris pourquoi Dieu n'existait pas. Il m'a appris l'évolution de l'homme. Il m'a appris que dans 10 000 ans, les femmes accoucheront à 7 mois à cause du volume de la tête. Ce type est très connu. Je m'en veux terriblement. J'avais noté son nom. Je ne l'ai pas. Il est très connu. Il avait une émission à la télé qui cartonnait. C'est bête. C'est très mauvais. Je suis nul. Tu seras fouetté. Il Bon, était bah, changer. ambassadeur chez Lexus. D'accord. Bah, c'est à cette occasion-là que tu as dû le rencontrer, en fait. C'est tout. Voilà, oui. Et personne n'était monté avec ce monsieur qui était déjà âgé. Et les journalistes, tu les connais, voilà, ils ont vu ce monsieur à barbe blanche. Et puis, c'est un génie. C'est Donc, un le génie. sujet, c'était qu'est-ce qu'on mange à midi. Donc, c'était pas de monter avec quelqu'un d'intelligent. Oui, C'est méchant. ou j'ai fait des essais avec des gens comme Sport Auto et Auto Hebdo. C'était la question, c'est combien elle fait au kill départ arrêté. C'était que ça. Musique en voiture ou pas? Oui, plus aujourd'hui, puisque il n'y a plus de lecteur de CD sur ma voiture et j'ai pas envie de charger tout ça. Je suis assez passionné de cinéma et donc je suis plutôt musique de film. Et tu vois, actuellement, il y a deux musiques qui me plaisent. Il y a deux musiciens qui ont le même nom, qui ne sont pas les mêmes. C'est Leonard Bernstein qui a écrit West Side Story et j'ai longtemps écouté cette musique et le film vient de ressortir, une nouvelle version. Et puis il y a un autre mec qui s'appelait Elmer Bernstein qui a fait la musique des Sept Mercenaires et pour moi, qui suis très cinéphile, je roulais en allant à Paris ou en revenant à Clermont avec des bandes originales de films, voilà. Ben, on se rejoint parce que j'adore aussi ça. Et de Lalo Schifrin, il y a beaucoup Voilà. Et aujourd'hui, c'est Hans Zimmer qui a fait la musique de James Bond, qui est super aussi. Ouais. ou John Williams qui a fait la Guerre des Étoiles. C'est des musiques, c'est des symphonies, hein, c'est devenu des. Et à mon tour de perdre mon latin, celui qui a fait tout le temps quasiment les musiques de Lelouch, aide-moi. Francis Lay. Merci, je te remercie. Oui, ça Ah, pareil. il y a un Lelouch qui sort, il y a un Lelouch qui sort. Et C'est j'étais merveilleux. allé, j'avais eu l'occasion d'aller faire un concert où c'était toutes les chansons de Francis Lay. Il y a des choses, moi je ne savais même pas tout ce qu'il avait fait. Et puis, moi, tu sais, le truc du cinéma, tu sais, qui passe, je trouve que ça crée j'ai des images qui tournent devant les yeux quand j'entends cette musique. C'était un génie. Lelouch est un génie aussi. J'ai écouté son interview ce matin, c'est extraordinaire. Et quand même une pêche, parce qu'il commence à plus être tout jeune. Et 83, il a parlé de la mort et c'est terrible. Il n'a pas peur de la mort, il va retrouver non, tous ses amis, il a dit. Je et l'ai surtout, interviewé, il est fascinant. je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'il a une vivacité d'esprit qui est qui est très rassurante. Espérons qu'on sera dans le même état. Et du coup, bah, j'ai fait la glissade sans le faire exprès, la transition. Film, un truc qui te vient en lien avec l'auto ou pas en lien avec l'auto? Qu'est-ce qu'un film?
Bien sûr, c'est le film Grand Prix qui vient avec l'auto, dont le tournage avait lieu à Clermont-Ferrand. J'ai une très belle anecdote, mais je ne sais pas si on a le temps de la raconter. Vas-y, bien sûr, bien sûr. J'ai un de mes copains qui avait 18 ans, et donc il a 18 ans, et il voulait être figurant sur le film, qui était payé 30 francs par jour en 1966. Et puis on lui dit, est-ce que vous savez parler anglais? Ah, il a dit oui, très bien. Est-ce que vous allez être parmi? Très bien, oui, oui. Bon, écoutez, vous allez être chauffeur au lieu d'être figurant. Vous allez être chauffeur. Vous allez être chauffeur de James Garner, qui jouait dans le film, et avec une voiture de fonction, c'était une Mustang Shelby Hertz. Et pendant 3 semaines, donc, il a roulé en Mustang Shelby Hertz noir à côté de James Garner, voilà, bien payé. Et le film s'est achevé. Il est rentré au lycée en première à l'époque, en septembre. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant les vacances? Les copains disent, j'étais chez ma grand-mère, je suis allé au Cap Ferré. Et toi? Oh, moi, j'ai conduit une Shelby avec James Garner. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Pauvre mythomane, va. Voilà. Et ça fait la boucle. J'ai fait il y a 15 jours le portrait chinois de Jean-Claude Lagnès qui a eu J'ai le vu, bonheur on en a discuté, et j'ai donc vu. qui a côtoyé aussi Frankenheimer, donc Ah pareil, c'est ouais, marrant, et ah qui ouais, apparemment était quelqu'un de vraiment exceptionnel et de vrai fan d'automobile. Et bien il a fait sûr. Grand Prix, c'est pas par hasard que Frankenheimer a fait Grand Prix. Quand tu vois l'époque 66, comment ça a été fait, c'est extraordinaire, hein, c'est fabuleux. Et moi, j'ai appris dans un autre livre qui est Bullet Twist aux les éditions Lignoto. Je refais les promos des trucs que j'ai bien aimés. C'est bien. Il raconte en particulier c'est toute l'histoire et toute la vie de McQueen, mais un peu sur des anecdotes, des choses qui ne sont pas si connues que ça. Et moi, je ne savais pas, c'est que donc ils se sont embrouillés Ouais, avec James Garner, parce que justement Garner a fait Grand Prix alors que McQueen ouais. rêvait de le faire, et que pour l'emmerder, je dis les mots, Le Mans. McQueen balançait des canettes ils étaient voisins à Hollywood, il lui balançait des canettes sur sa façade, et il y avait le terrain de James Garner, il y avait des canettes, et McQueen pissait dans les canettes et les balançait. Et il y a un moment, il y a Gardner, et malgré tout, on s'en rend pas toujours compte, mais Gardner, c'est un gabarit, quoi, je veux dire, Ouais, c'est ouais, un vrai physique par rapport à McQueen, qui est une ouais, crevette. ouais. Et donc, à un moment, il y a Garner qui lui a dit, écoute, t'arrêtes avec les canettes, parce que sinon, là, tu vas t'en prendre une grosse dans la gueule. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu 10 ans pour qu'ils se reparlent. Parce que l'autre a fini par s'écraser, parce qu'il a compris qu'il allait se faire démonter la tronche par. Donc, c'est pas beau pour la légende de McQueen, Eh mais bien, par contre. mais bien sûr. Ouais. J'ai vu cette semaine le dernier film de McQueen, Le Chasseur, qu'il Hum. a fait en 80, dont il a pas vu sortir parce qu'il est décédé entre-temps. Mais enfin, bon, il n'y a pas que des côtés géniaux chez McQueen, et j'aime Non, bien, non, mais bon, non. J'ai lu le livre d'Ali Magro, qui a été sa femme. C'était, un gros con. on va pas dire jusque-là, mais tu sais, le mythe des acteurs, alors là, il est. Ouais, enfin, disons qu'il y avait des trucs, il y avait beaucoup de côtés obscurs. Donc, le Bullet Twist, tu devrais le lire. Ça, même moi, pareil, qui suis assez fan, j'ai appris quelques trucs. Même toi qui sais vraiment beaucoup de choses. Dernière chose, le dîner presque parfait, c'est avec qui? Ben justement, je rebondis sur ce qu'a fait Jean-Claude Lagnès. Bien sûr, ça serait avec des gens qui ont disparu, ça serait avec mes parents, mais ça serait avec une idole de ma jeunesse qui s'appelait John Wayne, comme lui. Et si tu veux, j'ai vu étant enfant Alamo, qui est un film qui a changé ma vie. C'est un film qu'il a mis en scène, John Wayne. Il a fait 2 films en mettant en scène. C'est un film, j'ai dû le voir 10, 12 fois. Il y a une construction extraordinaire et surtout une très belle musique de Dimitri Tiomkin avec des musiques extraordinaires. Et alors, il y a un truc amusant sur John Wayne, si on a encore le temps. Il avait rencontré un acteur connu. Il lui a dit, quand tu seras célèbre, il faudra jamais que tu mettes des chaussures en daim. Et tu connais l'anecdote, non? C'est très joli. Et alors, il lui dit pourquoi il ne faut pas mettre des chaussures en daim. Et John Wayne explique pourquoi. Quand je vais au WC, aux pissotières, les gens qui sont à côté de moi me reconnaissent, ils se tournent vers moi et me font sur les chaussures. Donc, il ne faut jamais mettre de chaussures en daim. Voilà. Et il a donné ce conseil à Michael Ken qui raconte ça dans un livre de souvenirs formidable. Voilà. John Wayne était un immense acteur et il a fait un excellent film avec Alamo et après il a fait un film avec les Bérets Verts. Voilà. Et donc, dans ma jeunesse, ce type-là représentait le cow-boy comme j'aurais voulu être. Voilà. Et je t'enverrai une photo que je trouve magique de John Wayne où il est avec, je ne retrouverai pas le nom parce que je suis gaga, qui est un chanteur et acteur qui se tournait aussi dans Cannonball, enfin qui est un très très grand acteur. Et ils sont en train de verser, ils sont dans une immense cuisine, il y a une immense
tu sais, un immense récipient en inox. Ils sont en train de verser des spaghettis, en train de cuisiner. Et Ah bon? j'adore cette image parce qu'à la fois, c'est l'opposition entre John Wayne, quasiment, tu vois, voilà, soit dans béret vert ou sur son cheval, et puis là, qui est en train de déconner, de Eh boire oui, des il coups. était comme ça. Il y a le nom du professeur avec qui j'étais, je m'en veux, c'était Coppens, professeur Coppens, qui est mondialement connu. Et il y a une anecdote sur John Wayne, il a tourné en 73 un film en Angleterre où il faisait un détective privé, Macca, et on le voit conduire une Capri 3000. Et ce qui est c'est très amusant de voir ces grosses mains sur le tout petit volant de la Capri. Voilà. Et il Et, avait beaucoup d'humour, il avait donné une conférence de presse et on lui avait demandé s'il avait une moumoute. Il avait une moumoute, John Wayne. Et il avait répondu oui, mais c'est des vrais cheveux. mais surtout, pareil, quand je sais plus dans les derniers films, justement, il est face à un acteur plus connu après et qui a un gabarit et qu'il paraît grand. Je sais plus la comparaison, ça me revient pas, mais il était gigantesque. Oui, alors quand même, on lui faisait, enfin écoute, je suis passionné de cinéma, donc on va partir sur le cinéma. On lui faisait quand même des portes plus petites dans les westerns pour qu'il ait l'air plus grand. Et puis il était filmé toujours d'en bas. Voilà. Et comme il avait du double menton en vieillissant, il avait toujours un. Pour ça qu'il avait toujours le foulard, tu sais, des cow-boys. Et puis il avait une lumière noire pour lui enlever le double menton. Mais c'était un acteur immense et puis fabuleux. Voilà. Enfin, il arrivait dans les hôtels en hélicoptère aussi. C'est ce que raconte Michael Caine. C'était interdit. John Wayne arrive, personne ne disait rien. Bah, je crois qu'on ne se rend même pas compte à quel point aux États-Unis, John Wayne, c'était Mais il y vraiment a la eu légende, quoi. bien sûr, c'était une légende. Il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps. Il est toujours pratiquement en tête des sondages des 100 personnes les plus connues aux États-Unis. Voilà. Il a eu un courage extraordinaire. Il est décédé en 79. Et d'ailleurs, il est décédé le week-end où Paul Newman courait au Mans. Et tous les journaux avaient prévu de faire plusieurs pages sur Paul Newman. Et la mort de John Wayne a fait que Paris Match a remplacé la une avec le John Wayne. Et alors, j'étais ce week-end au Mans avec Paul Newman. Paul Newman, écoute, j'ai rarement vu un homme aussi, à part toi, j'ai rarement vu un homme aussi beau. Non, mais le matin, j'étais fasciné par sa beauté. Et j'ai une chance inouïe de faire 1,87 m puisqu'il ne fallait pas s'approcher de trop près parce que les gardes de corps, ils frappaient quand même. Et moi, 2 points me sont passés de chaque côté parce que le garde de corps était plus petit que moi, donc il a choisi des gens plus petits. Donc j'ai échappé à un coup de poing. Un mec fascinant. Mais pourquoi les coups de poing pour disperser la foule, tellement c'était la folie? Oui, alors Paul Newman était, j'ai appris après, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait des grosses baskets blanches. C'était pas encore la mode des baskets qui sont arrivées dans les années 80-82 où on mettait des baskets avec une tenue de soirée. En fait, il avait des baskets compensées pour le grandir et il voulait jamais être photographié à côté de quelqu'un pour pas qu'on voit sa taille. Il faisait 1,72 m, 73, il était d'une beauté fascinante, mais il n'était pas si grand que ça. Donc, il voulait jamais être photographié. Alors, il fallait pas être à côté de lui. Et puis, il était très sollicité. C'était une star mondiale, faut imaginer. Et puis, c'était merveilleux. Mais quel mec! Je suis en train de préparer un article sur. Il était. Maintenant, on parle tout le temps de les jeunes, ils disent les slippers, enfin que tu roules avec une caisse discretos, mais qui a de la pêche, etc. Et lui, c'était un spécialiste de ça. Et il adorait faire préparer des voitures très lambda, et en particulier des breaks Ouais, Volvo, où il mettait ouais, 400 chevaux dans un break ouais, Volvo, et ouais, il roulait tout bonasse, tu sais, avec un 240 GL. bien sûr. Voilà, mais il avait 400 bourgs pour circuler, puis pour faire discret qu'on ne voit pas que c'était lui. On ne pouvait pas ébaucher. Je suis en train de faire un truc, c'est absolument génial. C'était un grand fan. Il avait une Cox avec un moteur Porsche, mais toujours très discret, mais par contre avec des chevaux. Bien sûr, c'était également un immense acteur. Oui, oui, bah, ça sans aucune C'est une discussion. émission sur l'auto, sur le cinéma que tu fais. Moi, j'ai l'avantage, je fais une émission pour ce que j'aime bien. Voilà. Donc, qui me suivre. Et voilà, je trouve que je trouve que souvent, quand les gens qui aiment bien l'auto, ils retrouvent un petit Bien peu les sûr. trucs, il y a un peu des montres, un peu du cinéma. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois les BO, si je suis un grand fan de BO, de cinéma aussi beaucoup, beaucoup un peu cinéphile.
bah, c'est aussi agréable de faire une interview quand on a des points communs et de discuter de choses comme ça. C'est quand même plus sympa que quand on n'a pas d'affinité commune. Donc voilà. Mais c'est vrai, non, mais c'est chouette. J'ai rencontré Bruce Willis, c'est marrant, dans une conférence de presse. Il se présente comme si tu ne le connaissais pas. Tu sais, alors que tu viens là pour lui, et il arrive vers toi et te dit Bruce Willis. Tu lui dis Patrice Vergès, tu parles. Attends, moi, juste une dernière, et puis on vous laissera tous. J'ai la chance, je travaillais chez Carrefour et j'avais fait des copains Quelle qui s'occupaient réussite. du sponsoring de Pescarolo. Et puis, je crée ma société, je fais de la sellerie, des personnalisations, des machins. Et mon pote m'a réinvite en me disant, écoute, j'ai des places, il y a des gens qui sont désistés, viens au Mans, je t'invite, tu pourras rentrer dans les stands et voir comment ça fonctionne à l'intérieur. Bon, ce genre de choses où tu dis pas non. Donc, j'y vais, j'arrive. Et puis, bon, on me fait rentrer discrètement en disant, bah, tu longes les murs, tu déranges personne, etc. Et puis là, je me retrouve à côté d'un mec plutôt très beau gosse quand même. Et puis je vois qu'il est ricain, machin. Et on était comme deux cons l'un à côté de l'autre, un peu abandonnés dans le stand. Donc on discute, on se serre la louche. Il me dit Patrick Dempsey. Je dis François Ah ouais. Braun. Wow. Eh Docteur oui, Mamour à l'époque, je regardais pas la télé, eh j'y oui, oui. rien, tu vois. Lui, je me dis putain, c'est un ricain, belle, la caricature, Ouais, belle. ouais. Ah, truc. Voilà. Et Beau puis il me dit mec. bah, je viens parce que j'envisage de faire les 24 heures du Mans, voilà, de courir, de faire les 24 heures du Mans. Et puis je connais un tel d'un tel, machin, on discute. Et puis je lui dis, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui dis, je fais ça. Et puis je fais de la sellerie auto. Et puis on fait aussi des canapés avec de la personnalisation, avec un procédé où on imprime et tout. Ah, c'est super, machin. Ah, bah, je voudrais, parce que tu vois, je pouvais imprimer sur du Sky, sur du Ouais, TEP, ouais. et personnaliser. Ah, il me dit, ah, c'est dingue ça. ALS, c'est top parce qu'il était comme ça. Tu vois, il me dit, alors, j'ai les 3 caisses, ils sont dans le garage. Je peux mettre 3 canapes derrière chaque bagnole personnalisée. Il me dit, il faut que tu me fasses ça. Bon. Après, tu sais, tu rencontres tout plein de gens qui disent, Ouais, ouais, non, il bien faut qu'on sûr. fasse. Bon. Voilà. Et puis, bon, on discute vachement, et puis ça part, et moi, on s'occupe beaucoup plus de lui. Et moi, je me dis, c'est vraiment définitivement des gros cons. Bon, je déconne. Et bon. Et puis, il y a mon pote qui me dit, ah bah, dis donc, t'as vachement sympathisé avec Patrick Dempsey. Ouais, enfin, Patrick Dempsey. Donc, ça doit Ouais, être le ouais. mec à qui je discutais. Il me dit oui. Ouais, ouais. Mais te rends compte. Et il est vachement accessible. Ben, oui, il est Ouais, accessible. ouais. Moi aussi, je suis accessible, il n'y Ouais, a pas de ouais. souci. Et il me dit, mais tu sais qui c'est? Il finit par... Ben, je lui dis non, alors qu'il m'explique qu'en effet, Ouais, ouais. c'était une star mondiale déjà, parce que Ouais, ouais, bien sûr. c'était de la télé, mais c'était, voilà, C'est c'était... mondial, hein, mais c'est des stars plus grandes qu'au cinéma. Oui. Et donc, je la fais courte. Je reçois un mail de son assistant me disant machin, on fait les canapes, blabla. Je fais un tarif ridicule, que je pense pour Patrick Dempsey, genre 2000 balles le canapé, tu vois, des trucs qui étaient mais bon, voilà, j'ai pas me. Et donc, on fait les canapés, ça prend du temps, etc. Et puis, ils sont prêts. Et quand ils sont prêts, et là, tu te dis que des fois, tu es con, je reçois un message en mail de lui, premier message de lui 1 an après, en disant tu viens, on les met dans un cargo, et tu viens avec un avion cargo, bien sûr. Hein. Ouais, 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 ouais. Ils arrivent et tu viens les installer. C'est sûr que c'était, oui, pour les tourner dans le bon sens. J'y suis pas allé pour X ou Y raison, j'avais du boulot et des conneries. J'aurais dû y aller, j'ai regretté toute ma vie parce que ça a été Mais ouais. sympa. Et, euh, et donc, j'ai reçu une photo que je ne retrouve pas parce que je suis un con, où il y a les canapes qui sont Ah installés. ouais, c'est bien. Et ce garçon-là, il faut lui reconnaître cette qualité-là, pendant au moins 3 ou 4 ans, et j'avais un petit mot pour la C'est nouvelle année chouette. en me souhaitant la bonne année. C'est chouette. Souvent, souvent, ces gens-là sont formidables. Donc, Non, non, mais les acteurs, contrairement à ce qu'on pense souvent, ont besoin ont besoin de tisser des liens, comme ils vivent dans un monde très superficiel. et puis peut-être qu'il s'était rendu, je pense qu'il avait appris C'était après sympa. que là, ça C'était s'était très bien passé. connu. Oui. C'était très connu. Qui fait cet homme à côté de François? Ouais. Tu connais cette blague. Qui c'est à côté du pape? Ça, c'est un joke connu. Et bon, eh ben, écoutez, Merci. mes petits-enfants, hein, voilà. C'est le même principe que j'applique. Si ça ne vous plaît pas, je vous rembourse. Ça, c'est la signature de l'émission. Et on se revoit dans un an pour, j'espère, enfin, si Dieu me prête vie, pour Génération 70. Mais on va en reparler, on va se revoir avant, parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on fasse. Rien de sexuel. Patrice, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Et je suis content de t'avoir rencontré aussi, puisqu'on ne se connaissait pas. Non. C'est terrible. C'est Bah, bien. c'est aussi qu'avec la situation, c'est toujours compliqué. On ne fait plus aucun événement, plus rien, etc. Donc, ça limite aussi les moyens de se rencontrer. Donc, en espérant qu'un jour, on arrive à revivre à peu près normalement. Merci Merci. beaucoup, Patrice. Très bonne journée. Au plaisir. Salut.